Pour ce nouveau récit de vie de Gatéméry, j'ai le plaisir de recevoir Tima Won, qui se définit comme une artisane pâtissière. J'ai découvert le travail de Tima à Paris lorsqu'elle tenait un café dans le 12e qui s'appelle le Cursal. Et quelques années après, on s'est retrouvés toutes les deux à Dakar en début d'année, un peu pour les mêmes raisons, mais pas sur les mêmes durées. Vous allez comprendre pourquoi dans l'épisode. Avant, Tima travaillait en banque d'affaires et a progressivement embrassé sa passion pour la pâtisserie pour en faire un métier. Dans cet épisode, Tima nous partage avec beaucoup de transparence et d'humilité l'envers du décor de sa reconversion. On a parlé de peur, de perfectionnisme, d'exigence, de thérapie et de plein d'autres sujets. J'ai trouvé cet épisode très positif et déculpabilisant sur cette notion de réussite et la voix de Tima est très apaisante, mais je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir ma conversation avec Tima Won. Bonjour Tima. Bonjour Enga. Merci beaucoup de m'accueillir chez toi. Je t'en prie, merci de me recevoir. On est très bien installés en rooftop à Dakar. Il fait beau. Ouais. Pour un mois c'est assez idéal. C'est assez cool. Écoute, franchement, je suis super contente on a déjà échangé avant et il y a plein de sujets moi qui m'ont passionnée. Ouais. J'ai adoré cet échange. Donc là, on va essayer de retranscrire une partie. Okay. Toutes les deux, nous sommes à Dakar. Ouais. Toi, t'es là depuis pas mal de temps. Depuis la fin du mois d'août. Ouais, depuis donc 4 bons mois. C'est ça. 4 bons mois. Pourquoi t'es venue là? Moi, je suis venue me reposer. Je suis venue faire une pause, me ressourcer après avoir travaillé de manière assez acharnée et intense pendant bien 5-6 ans. Ouais. Plutôt plus 5 ans et voilà, j'étais assez fatiguée quand même, une fatigue que j'avais chronique. Assez plus que chronique, permanente même, c'est-à-dire bien installée depuis un certain nombre de mois voire d'années et puis ça faisait je prends pas beaucoup de vacances de manière générale, voire pas du tout certaines années au cours des 5 dernières. Non, pas les 5 dernières, des 3-4 dernières. Et du coup, là, je ressentais depuis quelques mois le besoin de faire une vraie pause, une vraie coupure et de faire un peu le point, quoi. Ouais, pourquoi Dakar? T'aurais pu aller ailleurs? Parce que je suis née ici. Parce que ma famille est ici. Et puis, au-delà de ça, c'est juste que ici, ça a toujours été un endroit qui me ressourçait, quoi. Depuis que j'habite en France, à chaque fois que je viens ici, en général, c'est quand même pour des séjours relativement courts, de l'ordre de 2-3 semaines. Vraiment la majorité des séjours que j'ai fait ici au cours des 18 dernières années était assez court et il y a quelque chose de magique, à chaque fois que je viens ici, je sais pas, le stress il part quasi immédiatement, je me sens apaisée assez vite et je commence de nouveau à avoir les idées assez claires, quoi. Donc il y a un côté un peu magique, Dakar a un côté un peu magique sur moi, ouais. Trop bien. Moi, tu vois, ces moments-là, je les appelle un peu des vides fertiles. Ouais. Tu vois, tu fais rien, mais en fait, dans ta tête, il se passe beaucoup de choses et tu t'en rends pas forcément compte à l'instant T. Mais c'est après, tu te dis, mais clairement, c'est ça, en fait. Toi, ces types de pauses, tu les prends régulièrement? Est-ce que, là, tu me dis que non, ça fait longtemps que t'as pas... Ça fait longtemps, j'essaye quand même, j'avais quand même un rituel un peu chaque année, au mois d'août, qui était un peu un mois mort dans mon activité. J'essayais quand même au moins de faire 2-3 semaines à Paris. À Paris. Du coup, il y avait personne, à chaque fois que je l'ai fait, c'est à Paris, et de vraiment rien faire, quoi. De justement le vide complet, de rien faire, mon téléphone éteint dans un tiroir pendant 2 à 3 semaines. Je vois pas mes amis. Déjà ils sont rarement là en août, mais même ça, je les vois pas parce que j'ai vraiment besoin du coup d'être un peu dans une bulle et de pas être forcément influencée ou parasité, je dis pas ça méchamment, mais parasité par les pensées des autres, quoi. Donc c'est un peu une manière pour moi de vider, de recharger pour faire face à un rythme, donc encore une fois assez intense que j'ai eu pendant plusieurs années. Et c'est quelque chose de facile pour toi parce que tu vois, selon les personnalités, c'est méga dur de couper, tu vois. Et toi, c'est quelque chose qui est devenu, qui a toujours été le cas, facilement t'arrives à couper, ou c'est quelque chose que t'as dû
travailler et cultiver? C'est assez facile. C'est-à-dire que j'ai beau être quelqu'un qui travaille beaucoup, qui est à fond. Enfin, quand je suis dans des périodes de travail, je suis tout le temps sous tension. J'arrête pas. Par contre, une fois que j'ai dit je m'arrête, je me repose, je m'arrête. Ouais. Parce que c'est comme ça que justement j'arrive à tenir le rythme le reste du temps. Donc c'est plutôt quelque chose de facile pour moi parce que c'est quelque chose qui me fait tellement de bien en fait et qui me fait repartir beaucoup mieux que du coup c'est vraiment assez facile pour moi de m'arrêter. Et là, depuis ces quelques mois, qu'est-ce que tu as pu apprendre sur toi, que tu veux partager, bien sûr, hein, Alors, pour le coup, cette pause-là, elle est un peu différente des autres. Ouais. Elle est très particulière. Elle est un peu compliquée, même, je dirais. Ça fait 4 mois. Un peu plus de 4 mois que je suis ici, alors que je pensais qu'au bout d'un mois, 1 mois et demi, voilà, ça allait être plié, quoi. Voilà, plié, tout serait clair, je serais déjà en train de planifier la suite, de m'organiser, etc. Et là, pour le coup, cette fois-ci, c'est un peu plus long. J'avais plus un besoin, enfin, ce besoin-là de rien faire entre guillemets. Je fais des trucs, hein, oui. Voilà, de rien faire. Il est toujours il est de moins en moins depuis 2-3 semaines, je dirais, mais il a duré beaucoup plus longtemps que ce que j'aurais cru. Et donc je suis encore un peu en plein dans ce processus de pause, mais aussi beaucoup de réflexion, parce que c'est une pause où pour le coup je cogite vraiment beaucoup. Mais c'est l'idée, hein. L'idée c'était ça, c'était de faire complètement de l'espace pour vraiment beaucoup réfléchir et voilà, je suis un peu un tournant de ma vie pour tout plein de raisons et du coup j'avais vraiment besoin de ce temps-là d'espace de clarté pour décider de la suite pour moi de quelle trajectoire voilà. Génial. Bah du coup, j'aimerais bien qu'on parle de ça, justement, de toutes ces raisons qui t'ont poussé à faire cette pause et justement ce tournant, parce qu'avant, il y avait plein de choses que tu faisais. Je venais souvent au café Le Cursal à Paris, à Nation. Et donc, tu y étais pendant 1 an, un peu plus d'un an. Est-ce que tu peux me raconter un peu comment c'est arrivé, qu'est-ce que tu faisais là-bas? C'est long, hein. Ouais, je sais. Est-ce que je fais la version courte? Du coup, la version courte, parce que je sais que j'aurais plein de questions. Même la version longue, même moi, ça me fatigue de raconter la version. On n'est pas là pour ça, on veut de l'énergie, ma foi. C'est ça. En fait, mon histoire avec le Cursal, donc elle a commencé dans le cadre de mon activité que maintenant je qualifie de précédente vu que j'ai décidé de l'arrêter, je pense, maintenant. C'est quand je fournissais des cafés, et des restaurants et d'autres lieux, par exemple le Ground Control. On a fourni le Ground Control pendant un certain temps. Donc en pâtisserie, je ne sais pas si je l'ai dit. Voilà, donc quand on les fournissait en pâtisserie, et du coup, donc j'ai rencontré la fondatrice du Cursal en tant que cliente, puisque c'est un café qui était à 10 minutes à pied de chez moi. Donc j'ai découvert et voilà, donc vraiment la deuxième fois que j'y suis allée, ça a cliqué assez vite. On a commencé à discuter, notamment parce qu'elle est très sympa et qu'elle a un contact assez facile avec les gens. Et donc elle m'a demandé un peu ce que je faisais. Donc j'ai un peu raconté ma vie, ma reconversion, ce que je faisais et tout. Et du coup, elle a été assez intéressée pour avoir certaines de mes pâtisseries dans son café. Donc, ça a commencé comme ça. Ça a commencé par moi / nous qui fournissait donc le Cursal. Et donc voilà. Et donc moi, j'avais cette activité donc de production pour des restaurants, des cafés, etc. Et donc toi, tu faisais du B2B, hein, c'est ouais, ça, hein? Je faisais du B2B. J'ai pas commencé par du B2B, mais c'est venu. Enfin, j'ai commencé par du B2C, un site de vente en ligne pour les particuliers. Mais en fait, très rapidement, les professionnels, sont venus nous demander si on faisait pour les pros. On a, tout le portefeuille de clients que ma société a eu, on n'a jamais démarché. Trop bien. Ouais. Quand même génial. Le rêve un peu. Ouais. Jamais démarché, toujours les clients qui sont venus. Donc la preuve qu'il y avait un vrai besoin. Donc petit à petit, donc j'ai continué un peu le B2C. On a un peu, à l'époque, on était un peu plus nombreuses. Donc on a un peu continué le B2C. Et du coup, en fait, à un moment.
À un moment, j'ai décidé d'arrêter parce que c'était beaucoup plus poussif, fallait beaucoup plus aller chercher le client, et puis c'était moins rentable dans le sens où un client égale un gâteau, alors que voilà, chez les professionnels, c'était du volume, de la régularité, de la stabilité, donc voilà, des revenus stables, les plus importants. Donc, voilà. Oui, donc je suis plus important, oui, indéniablement. Et donc c'est pour ces raisons-là que je me suis dit OK, maintenant on va faire que ça. Et mais je m'éclatais pas dans ça parce que ma créativité elle pouvait vraiment, enfin, elle s'exprimait mais pas tant que ça, dans le sens, enfin, parce qu'il y avait énormément de contraintes, donc contraintes de coûts pour mes clients. Du coup fallait ajuster, fallait faire des pâtisseries qui rentraient dans ces contraintes de coûts, donc forcément pas tous les gâteaux que je voulais faire, contrainte aussi de transport, donc fallait que le gâteau se transporte bien, éviter les accidents de livraison, même s'il y en a eu quelques-uns. Et contrainte aussi de conservation, parce que on livrait pas tous les jours, donc il fallait que ce soit des pâtisseries qui tiennent le jour de la livraison et le lendemain. Voilà. Donc du coup, ça évidemment, ça fait qu'on peut pas faire un chou à la crème par exemple, quoi. Mais qu'on va plus partir sur des cakes qui sont des gâteaux de voyage, des gâteaux plus solides et plus des cookies, etc. Donc assez rapidement une frustration, donc qui allait au début, parce que moi du coup je me créais quand même ce temps pour créer les pâtisseries que je voulais, mais assez rapidement une frustration par rapport à ça. De pas être en direct avec le consommateur final, de pas aussi avoir la main sur comment le gâteau était traité une fois qu'il était livré, quoi. Parce que du coup voilà, après évidemment on donnait des instructions, etc. Tel gâteau faut le conserver 2 jours, tel gâteau 3 jours, mais voilà, ça m'arrivait de voir que des fois malheureusement ils voulaient rentabiliser. Et du coup pas tout le monde et pas tout le temps évidemment. Bien sûr. Mais du coup tout ça plus un événement de ma vie perso dont je parle pas, mais ça a amené une espèce de remise en question. J'ai commencé à me dire peut-être que je me verrais bien avoir un lieu à moi, alors que pendant des années j'avais dit je ne veux jamais avoir de lieu à Paris. Je précisais aussi à Paris Pourquoi ? Parce que trop de contraintes, trop de concurrence. Je crois que honnêtement ça me faisait un peu peur aussi. Et puis au-delà de ça, c'est vrai que moi je voyais à quel point c'était dur, quoi, dans cette ville en particulier, parce que certains de mes clients qui étaient des gens qui avaient à peu près mon profil, on discutait un peu. Donc voilà, je savais que c'était quand même assez c'est assez difficile, quoi. Je me souviens d'un client d'ailleurs qui a tenu 6 mois. Donc voilà, du coup c'était pour des coûts engagés assez importants. Donc très clairement. Donc pour moi, quand ça illustrait parfaitement tout ça, mais moi ça commençait à venir, et du coup je me suis dit en vrai j'aimerais bien tester, en plus de l'activité de livraison, j'aimerais bien tester de travailler les week-ends dans un café juste pour voir, quoi. Et je me suis dit ce serait vraiment cool si j'avais, en y croyant pas, parce que je me disais impossible de trouver ça, mais je me dis ce serait vraiment cool si je trouve un café où je peux vraiment être complètement responsable, un truc à taille humaine, etc. Donc je commence à chercher sur un site en particulier où les coffee shops, donc parce que c'est le genre de lieu qui m'attirait, mais un lieu où quasiment tous les coffee shops parisiens postaient leur offre d'emploi et tout. Donc voilà, je commence à regarder sur ce site-là. Je demande aussi un peu autour de moi mes contacts. Donc je commence à regarder sur ce site, et un jour justement, en allant au Cursal pour prendre un café, parce que je rentrais chez moi et le Cursal était encore une fois pas loin de chez moi à l'époque, donc je commence à regarder le site et tout. Et là, je vois le Cursal qui poste une annonce, qui cherche quelqu'un pour les week-ends, quelqu'un donc qui pour manager le café et tout. Je me fais intéressant. Je regarde et tout, je fais mais je vais peut-être pas en parler tout de suite. Je vais un peu prendre le temps de réfléchir, vu qu'on a déjà une relation client-fournisseur. J'ai pas forcément envie de brouiller. De brouiller, que ce soit compliqué. Enfin, j'ai un peu besoin de réfléchir, et si je réfléchis et que ça me semble une bonne idée, j'en parlerai à la propriétaire. Et donc j'arrive au Cursal, donc Jane, la propriétaire, me présente à une de ses amies qui est chef, qui est là-bas, et lui dit Tima, elle est pâtissière et tout. Et sa copine chef dit pâtissière, intéressant, tu chercherais pas un boulot en ce moment? Donc Jane commence à lui dire non, parce
elle sait ce que je fais, que j'ai pas le temps et tout. Et je fais, bah en fait, si. Il se trouve que en ce moment, si je cherche. Et je suis d'ailleurs, c'est marrant, Jane, parce qu'en venant, j'ai vu que tu avais posté une annonce parce que tu cherchais quelqu'un pour les week-ends. Et là, je vois ses yeux qui pétillent, et tout, qui commence, enfin, genre intéressé et tout. Et elle fait. Oh, faut trop qu'on en parle et tout. Donc je fais bon bah voilà, moi j'avais dit qu'on allait attendre et du coup on en parle et en discutant je vois que ça coche vraiment toutes les cases de ce que je recherche parce que donc elle a travaillé 6 jours dans le café, si ce n'est 7 même et du coup ouais c'était pour un peu récupérer du temps ce week-end et tout et donc vraiment c'est vraiment genre tu gères le café les week-ends donc tu fais absolument tout et donc moi j'étais trop contente parce que c'est vraiment ce que je voulais un truc complètement enfin une immersion un peu complète dans le rôle de gérant slash propriétaire de café quoi. Et donc on discute et bon bah ça se passe bien, ça colle bien et tout. Enfin on a quand même des personnalités assez compatibles sur ce genre de sujet là et tout. Donc voilà. Donc ça a vraiment commencé comme ça et ça a commencé que pour quelques mois parce que moi du coup ça impliquait que je travaillais 7 jours sur 7. Oui parce que du coup la semaine tu faisais ton job. Enfin la semaine et aussi une partie du week-end en rentrant le soir. Bah pas forcément le soir mais du coup quand même du coup c'est vraiment du 7 sur 7 quoi. Très clairement et donc oui quelques mois et tout mais je sais que je peux le faire pendant quelques mois le 7 sur 7 donc c'est vraiment ça commence comme ça absolument sans intention pour moi de quoi que ce soit après ces 3-4 mois et voilà. Donc le truc commence et clairement bah ça se passe plutôt bien. Moi je suis assez contente de l'expérience parce que ça coche vraiment tout ce que je veux. C'est dur hein, faut être extrêmement clair. Moi le dimanche, j'arrive chez moi, j'ai mal aux pieds, j'ai les pieds en feu, je me couche sur mon lit, je peux plus rien faire à part commander un Deliveroo et genre marcher en boitant vers ma porte pour aller récupérer mon dîner et donc voilà et du coup mais c'est aussi ça que je trouve cool dans ça c'est d'expérimenter la vraie vie vraie vie le côté dur et pas seulement le côté waouh voilà c'est pas être stylé quoi exactement le côté physique parce que du coup avant de m'engager dans le fait d'avoir un lieu qui est quand même quelque chose d'assez lourd je voulais vraiment aussi vivre ça vivre ces aspects durs physiques et tout. Donc voilà. Donc ça part comme ça et puis en fait avec Jane on discute on en vient à discuter de plus en plus, on en vient à discuter assez régulièrement de tout et donc ouais, on commence à parler de me confier la gestion du café en full time quoi. Ouais, full time et full tout quoi pendant 1 an. En fait que du coup vraiment si je résume en gros l'idée c'est vraiment de faire comme si c'était mon café quoi. Bon, je sais pas. Désolée. Je fais du bruit. C'est très chiant, ça va faire du petit ouais, j'entends. Si vous entendez du bruit, c'est moi. Je joue avec mes lunettes. Parce qu'il y a du soleil, il y a du soleil. Ouais, c'est ça. Et du coup, oui, on en vient à en discuter pour tout plein de raisons, qui ne concernent pas que moi, donc je vais pas développer. Mais du coup, on se dit trop bien quoi. On va faire ça pendant 1 an. Moi, je suis trop contente. Je me dis, mais c'est encore mieux parce que là, les week-ends, en fait, je m'occupais du café. Et tu fais toujours en parallèle ton activité. Attends, le Covid est passé. Hein, ah oui. Entre deux. J'avais oublié. Ouais, là, on est en janvier 2020, si tu veux. Donc du coup, janvier 2020. Et en fait, qu'est-ce qui se passe janvier 2020? Tac, attends, je reprends le fil. Ouais, donc on est vraiment en train de discuter de tout ça, quoi, des détails, etc. Et donc je disais, je trouvais ça cool parce que là, les week-ends, c'était juste, je faisais, mais c'est elle qui donnait toute la direction du café. Donc là, ce qui changeait avec la prise plein temps, vraiment tout. Voilà, je prenais vraiment la direction stratégique et pas que. Donc vraiment une expérience encore plus complète. Donc janvier 2020, on est censé commencer ça le jour de mon anniversaire, 13 avril 2020.
complètement par hasard. Et bah comme on le sait tous, le Covid. Welcome Covid. Le Covid. Mais le plan, oui, ça avait été quand même que je garde mes clients. Mais sachant que j'avais un peu diminué. Ouais, t'avais gardé les prioritaires. J'avais un peu réorganisé parce que du coup en plus là, pour le coup, j'étais de nouveau complètement toute seule. Enfin, j'avais un assistant qui gérait tous les aspects administratifs, coordonné avec aussi les livreurs et tout. Mais ouais, donc c'était une période où j'étais de nouveau toute seule en production. Voilà, du coup l'idée c'était d'y aller comme ça. Et donc le Covid arrive. Moi, bah ça coup d'arrêt. Tous mes clients évidemment. Hein, bah oui, c'est clair. Enfin, tout est fermé, ouais. Tout est fermé. Et donc ça reporte le projet de la gestion du Cursal. Et ça, toi, à l'époque, enfin, tu vois. Moi, je pensais beaucoup aux restaurateurs, tu vois, je pensais a posteriori, parce que moi, pendant le Covid, j'étais complètement patraque, donc voilà. Mais toi, comment tu l'as vécu, ce moment-là, où en fait, tu vois, t'es là, t'as une opportunité qui arrive, c'est trop bien, t'as beaucoup d'espoir, et d'un coup, tout s'arrête. Honnêtement, quand je pense que ça dure que 2 semaines, je me dis ok, bah ça me fait une pause. 2 semaines, c'est cool. c'est pas plus mal. Enfin, quand je pensais naïvement que le confinement ne durerait que 2 semaines, je me dis bon bah finalement, écoute, c'est pas forcément une mauvaise chose. 2 semaines, tu t'es pas arrêté, tu vas enchaîner. Enfin, c'est pas une mauvaise chose en soi quoi. Enfin, c'est le Covid, non. C'est une chose horrible même. Mais du coup voilà, d'avoir ces 2 semaines là, bah essaye d'en profiter pour te reposer, te ressourcer, finaliser un peu tout ce que tu vas faire quand le café rouvrira et tout. Et après quand ça commence à durer, j'avoue ça commence à m'angoisser quand même un peu. Parce qu'il n'y a pas de perspective. Voilà, après dans le quotidien en lui-même, je continue effectivement à me reposer, à faire de la création, à travailler sur d'autres trucs, mais l'angoisse elle portait plus sur le manque de perspective en fait, sur combien de temps ça va durer, quand est-ce que ça va rouvrir, comment ça va repartir. Donc ouais, c'était assez angoissant. Et ça, comment tu gères ces angoisses? Parce que je pense qu'on est beaucoup en fait dans ces types de situations-là, que ce soit lié au Covid ou non, tu vois, le manque de perspective. Et je pense que c'est depuis le Covid, on vit dans ça. Non, clairement. Tu vois, là, on en parlait en intro. Tu vois, t'es là pour un temps, je sais pas jusqu'à quand, voilà. Comment tu gères ça? C'est compliqué, hein. Honnêtement, moi c'est pas mon fort. Moi, je déteste ne pas avoir c'est clair de perspective, de visibilité, etc. Donc c'est assez compliqué. Écoute, moi à l'époque j'avais déjà commencé une thérapie, j'avais commencé à avoir une psy en janvier 2020. Donc on continuait par téléphone, donc du coup, c'est des choses dont je discutais avec lui pendant nos séances par téléphone, et sinon moi de moi-même, j'essayais juste de me raisonner quoi. Alors ça tenait jamais longtemps, mais du coup c'est pas grave, je refaisais de nouveau, donc me raisonner, c'est-à-dire me dire OK, en fait c'est comme ça. Cette situation, tu peux absolument rien faire, mais rien. Donc en vrai, angoisser, ça t'aide pas, ça t'aide pas, ça va rien changer, ça va rien arranger. Donc du coup, essaye de pas cogiter, essaye de te concentrer sur ce que tu maîtrises, et puis tu verras quand tu verras quoi. Donc c'était essayer de me faire un peu ces rappels assez régulièrement quand je sentais que l'angoisse commençait à revenir. Voilà, c'était un peu de tenir ce discours-là. Non mais merci, parce qu'en fait, encore une fois, on est beaucoup dans ce cas-là, et c'est toujours, chacune ou chacun a ses méthodes, mais voilà, c'est toujours sympa de les partager. Et donc après le Covid, donc tu reprends le Cursal à quel moment? Juillet 2020. Quand ça, 1er juillet. Pas quand ça a rouvert, pas tout de suite, parce que en fait, ça a ouvert en saccadé, que de la vente à emporter. Non, ça c'était autorisé, mais du coup on a comme attendu que le café rouvre. Non, on a attendu le déconfinement pour commencer la vente à emporter, même si c'était autorisé pendant le premier confinement. Donc vente à emporter, du coup on n'ouvrait pas tous les jours, on ouvrait que les 3 derniers jours de la semaine. Après il y a eu les terrasses, après il y a eu la salle à l'intérieur moitié capacité, après full capacité. Donc full capacité, donc on a attendu ça. On a attendu ça
parce que voilà, toutes les périodes encore un peu de doute, on attendait de voir quoi comment ça allait se passer. Donc vraiment officiellement, on va dire 1er juillet 2020, même si voilà. Ouais, je vois. Et du coup, pendant toute cette année, si tu devais me dire les 3 choses, ou je sais pas comment les résumer, que tu as apprises pendant cette expérience qui a été dense en fait, ça serait quoi? En 2020? Ouais. En 2020, 2020, oui, 2020, 2021, tu vois. Vraiment à lâcher prise. Ouais. Ça c'est clair parce que de toute façon non, pardon, ce que tu as appris pendant ton activité au Cursal. Ah, pendant toute l'année Cursal. Ouais, c'est ça. Donc de juillet 2021 à juillet 2020 à juillet 2021. Exactement, cette année-là. Mais en fait, j'ai appris, pour moi, le plus important et le plus intéressant et ce dont je suis le plus reconnaissante, c'est j'ai appris ce que je ne voulais pas. Très important. Voilà, j'ai fait toute une liste de ce que je ne voulais. Ça m'a vraiment aidé dans le cadre du business et du coup ça a débordé aussi un peu dans le cadre perso. Mais ça m'a vraiment appris ce que je voulais pas. Et pour moi c'est ça qui a été le plus précieux parce que si j'avais dû ouvrir un business de ce type-là, je sais que j'aurais fait une bonne partie de ces choses-là qui étaient dans la liste de tes don'ts. Ouais. Okay. De ce que je voulais pas et du coup pour moi c'est vraiment ça qui a été le plus précieux. Ensuite, comme j'ai dû manager une équipe, là pour le coup, ce que j'ai appris, c'est le lâcher prise. C'est le lâcher prise par rapport à ça, parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de plus dur finalement. L'humain, c'est le plus dur. Ouais, de manager une équipe et le lâcher prise dans le sens où sur certains sujets, ce que j'ai appris, c'est que le plus important, c'est pas la manière dont les gens font ce qu'on leur demande dans le cadre professionnel, mais le résultat. Pas pour tout, mais sur certains trucs, du coup, je me prenais la tête parce que c'était pas fait comme je voulais exactement et tout, et ça m'énervait parce que j'avais trop l'impression des fois de répéter les mêmes choses et tout. Et en fait, un jour, je me suis dit, mais en fait, c'est pas grave. Sur ce truc-là spécifiquement, en fait, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est que ce soit fait. Peu importe s'il le fait comme ça ou si elle le fait comme ça et que toi tu veux que ce soit fait comme ça, mais en fait, il y a quand même énormément de cas où on s'en fiche complètement que ce soit fait comme tu veux. Ouais. Ce qui compte, c'est que ce soit fait. Et du coup, là-dessus, je trouve que, et pas que, du coup, je trouve que ça, c'est aussi une leçon que j'ai prise pour la vie personnelle, pour quand tu veux que les gens fassent forcément les choses d'une certaine manière, voilà. Ouais. Et du coup, se dire, oui, des fois c'est important effectivement, mais dans la majorité des cas, ça l'est pas. Et en fait, faut juste laisser les gens tranquilles et les laisser faire tant que c'est fait à la fin de la journée, comme voilà. C'est ça le plus important. Ouais, donc, complètement. Voilà. Et donc là, je vais faire un rewind, parce que d'habitude, je commence par ça, mais bon, là, je sais pas, j'avais envie de parler d'autre chose avec toi. T'as pas toujours été pâtissière? Non. Voilà, t'as pas toujours été pâtissière. Avant, tu étais en banque d'investissement. Ouais. Donc déjà, j'aimerais te demander, donc on en a parlé tout à l'heure, t'es née à Dakar, t'es venue en France plus tard. Ouais. J'ai vécu une première fois en France quand j'avais 11 ans, de mes 11 à 13, donc avec ma famille et tout, et donc après retour à Dakar, et donc je suis retournée à Paris en 2000, donc Île-de-France, Paris, en 2004, après avoir eu mon bac pour continuer mes études supérieures là-bas. Ok. Et quand tu faisais tes études supérieures, t'avais un rêve particulier, tu voulais en fait assez tôt vraiment, moi je voulais travailler en finance. Et c'était clair? Ouais, c'était clair. Après, et comment ça s'est fait? C'était clair, ça a évolué dans ce que je voulais faire exactement comme métier. À un moment, je voulais être trader. C'était peut-être un peu l'effet de mode et tout, mais en vrai, moi les chiffres, ça a toujours été c'est toujours un truc d'ailleurs que j'aime. Mais ça vient d'où ça? C'est peut-être les chiffres. Ouais, les chiffres, la finance. Parce que je suis assez bonne dans les chiffres, je pense, et je sais pas, ça a alimenté ça, mais au-delà d'être bonne dedans, je sais pas. Je trouve une logique, il y a un truc quoi, je suis pas j'aime les chiffres, pour moi c'est un de mes langages quoi, les chiffres. Et je voulais faire des études de maths d'ailleurs. On ne m'a pas laissé faire. C'est vrai? Non. Tes parents?
Oui, ma mère. Pourquoi? Non, mais parce que je pense les débouchés, tout ça, donc c'était pas assez concret. Ouais, trop thésard, trop. Ouais, je pense, et du coup ça, voilà, du coup on m'a finalement, enfin voilà. Après j'y tenais pas, si j'y tenais, mais pas non plus. Pas au point de te battre. Voilà, c'est ça, clairement. Et du coup. Donc après je suis partie, donc j'ai d'abord fait une école de commerce donc spécialisée en finance à Paris. Et donc c'est là où dans un cours de maths de nouveau. Je sais plus quoi comme maths, on avait 2 cours de maths différents, je sais plus quelle spécialité en maths, où du coup mais vraiment c'était je m'éclatais trop avec les chiffres et tout, c'était trop bien. J'ai trop l'impression d'être une geek et tout, mais c'est vrai. Et non mais enfin ça se voit pas, tu vois. Donc, et du coup c'est vraiment dans ces trucs là où où c'était dit c'est ça quoi. Ouais, où c'était des maths liées à la finance, je me souviens plus comment ça s'appelait, mais ça me reviendra peut-être. Et du coup où ça me reviendra, on verra. Et je me disais mais en fait je kiffais trop les cours, c'était trop bien, et j'aimais trop, et du coup on avait aussi des profs qui travaillaient, qui étaient des profs qui travaillaient. Oui, mais dont le métier n'était pas prof, qui étaient des comptables, ou qui travaillaient dans la finance, ou dont des profs qui n'étaient pas que profs, et qui nous parlaient donc beaucoup de pratique en fait, de pratique, et qui nous parlaient de la vraie vie privée. Et donc c'est là où j'ai commencé un peu à me projeter, et ça m'a vraiment plu. Et du coup c'est un peu venu comme ça, et je disais à mon père d'ailleurs j'aimerais trop travailler dans la finance, être trader, c'est ça que je veux faire et tout. Et après je suis allée en fac à la Sorbonne, puis à Dauphine, donc j'ai fait gestion, licence de gestion, master 1 de finance, et donc stage de césure, et évidemment je cherche en banque d'affaires, banque d'investissement, vu que c'était un peu ça mon objectif. Et je commence par un premier stage, et ça colle quoi. Et tu valides, tu valides ton envie, quoi. Ça me plaît vraiment bien, et voilà. Trop bien. Et du coup, quand tu fais ça, à quel moment parce que je pense après t'as continué tranquillement ton petit bonhomme de chemin, à quel moment tu t'es dit ok, ça me plaît plus, ou je sais même pas si c'est ça. Non, c'est pas ça du tout, c'est pas que ça me plaît plus, c'est que grâce à mon deuxième stage, moi je suis tombée dans un métier, dans un service de la banque, mais vraiment qui m'a éclatée, donc sur les matières premières, financement de matières premières, donc pétrole, moi j'ai fait essentiellement du pétrole, mais aussi après un peu des métaux et tout, et c'est vraiment c'est un métier qui vraiment moi je kiffais, quoi. Moi j'allais au travail, j'étais trop contente. En plus on avait une super bonne ambiance de travail, donc du coup c'était vraiment un vrai bonheur d'aller bosser. Trop bien. Et c'est pas tant que ça a arrêté de me plaire. Après ce métier-là, donc le financement de matières premières, ça a vraiment commencé à changer, à se transformer, à devenir beaucoup plus réglementé, donc un peu plus chiant, très clairement au quotidien. Et moi dans le service où je travaillais, il y avait eu énormément de changements, et tous ces changements-là, ça m'a un peu donné envie de sortir un peu de tout ça. Donc c'est pas le métier en tant que tel, c'est vraiment plus le contexte. C'est le contexte, et j'aimais toujours mon environnement de travail malgré tout, mes collègues, j'aimais le métier était en train de changer, mais il était encore intéressant. Il y a un moment où il a arrêté de l'être, mais de toute façon c'était déjà de l'être à mes yeux, soyons clairs. Mais c'était un peu le moment où j'étais en train de quitter la banque, donc c'était pas très grave. Mais oui, c'est vrai que ça c'était à peu près à 2012, où en plus moi l'équipe dans laquelle j'étais, elle devait partir à Genève. Ok. Donc du coup vraiment beaucoup de questionnements. T'avais pas envie. C'était compliqué pour beaucoup de raisons. J'ai envisagé, j'ai même essayé de postuler à des trucs, mais disons que si j'avais trouvé un job, je serais peut-être allée. Mais bon, après, je pense que ça aurait été une erreur, parce que je suis allée à Genève. T'as pas aimé? Si, j'ai aimé. Moi, j'ai adoré la ville. C'est une ville que j'ai vraiment aimé, mais je me vois pas vivre là-bas au quotidien, en fait.
parce que ça avait l'air un peu mort, en tout cas par rapport au genre de truc que j'aime, quoi. Donc du coup en fait c'est à ce moment-là que je me dis en fait ce serait je vais peut-être reprendre mes études, faire mon master 2 dans les métiers du pétrole ou peut-être dans la finance, je vais voir, voilà. Et puis donc c'est là que j'ai commencé. Donc moi la passion à la pâtisserie, elle était là depuis longtemps, depuis ce que j'allais te demander. Depuis 2005 je pense. Et pareil ça te vient d'où, tu sais Ah oui, je sais d'où ça me vient, je suis gourmande. Oui, mais tu vois, moi je suis méga gourmande et pourtant tu vois, entre autres je sais pas faire de gâteaux, tu vois. Je sais les manger hein, mais c'était un des déclencheurs la gourmandise, mais c'est que du coup quand je suis allée habiter en France et que donc c'est en 2005 que j'ai commencé à vivre vraiment toute seule, parce qu'avant j'étais avec mon père qui d'ailleurs m'a un peu aussi appris à cuisiner, mais du coup toute seule, donc je commence à me faire à manger, quoi. Et moi je prends beaucoup de plaisir à faire à manger et je commence à faire des gâteaux, mais voilà, je prends vraiment énormément de plaisir à me faire à manger des vrais bons plats et aussi à faire des gâteaux, donc c'est parti de là et ça a commencé ça a pris de l'ampleur tout doucement avec le temps, quoi, avec les années. Donc voilà. Et du coup donc je me dis je vais reprendre mes études, donc je fais un master 2 soit dans le pétrole ou alors dans la finance et tout, et je me dis c'est peut-être pas très logique en fait, si j'ai un peu envie de voir autre chose, peut-être que c'est le moment de faire le CAP de pâtisserie, que voilà, ça fait 2-3 ans, j'arrête pas de dire à tout le monde un jour je ferai le diplôme de pâtisserie et tout, c'est peut-être maintenant, quoi. Donc, du coup je mets toutes ces options là sur la table, j'en parle un peu autour de moi, enfin vraiment un peu à une amie, à mes parents, à mes supérieurs au boulot, vu que du coup j'envisageais de prendre une année sabbatique, pour me consacrer à ça et tout. Donc voilà, je commence un peu à parler de ça autour de moi, et puis moi je mène ma petite réflexion, je postule à tous ces diplômes, je postule à plusieurs diplômes, je pense à peu près 5 dans le domaine pétrole, finance, et en pâtisserie je postule à des écoles qui font la formation pour les adultes, et je me dis comme j'arrivais pas à répondre, et comme honnêtement on va pas se mentir, globalement tout le monde m'a découragée de faire la pâtisserie, je me dis je postule. Et on verra, quoi. J'ai pas besoin de décider tout de suite. Je verrai quand j'aurai les réponses, et voilà. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Ouais, en tout cas, c'est comme ça que j'ai postulé, et puis c'est comme ça qu'à un moment, je me suis dit, pas tout de suite, mais à un moment avant que j'ai les réponses, où je me suis dit, en fait, non, mais je vais faire la pâtisserie. Et du coup, j'ai une question qui vient par rapport à ça. Tu vois, quand tu dis, tu réfléchissais, tu demandais conseil dans ton entourage, et que j'imagine que c'était pas trop chaud, quoi. Comment tu prends en compte, ou tu ne prends pas en compte ces remarques? Tu vois, je trouve que c'est toujours dur, tu vois, quand tu veux quelque chose au fond de toi, tu le veux, et que t'as pas forcément le soutien de ton entourage, de tes parents, de tes amis, de whatever. Comment ça s'est passé pour toi? C'est dur, hein, forcément, parce que voilà, à chaque fois que quelqu'un que quelqu'un essaie de me décourager un peu, par exemple, un de mes supérieurs hiérarchiques qui me disait presque ce sera la fin de ta carrière, voilà, du coup c'est un peu des trucs qui te font vraiment douter à mort, quoi. Donc je sais pas, en essayant du coup de prendre du recul par rapport à ces paroles-là, qui n'étaient finalement que les paroles d'une seule personne et qui n'engagent que cette personne-là. Et puis voilà, et puis c'est vrai que j'avais une copine avec qui j'échangeais qui était assez supportive. Moi, je suis assez têtue aussi, hein, on va pas se mentir. Ça aide, hein, parfois. Très têtue, ouais. Je trouve que ça, pour le coup, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée. Et du coup, donc, à chaque fois, effectivement, les doutes m'envahissaient. Mais voilà, à chaque fois, mon côté têtu reprenait un peu le dessus. Et puis, c'est vrai que, alors, j'envisageais de faire un congé individuel de formation. Donc, du coup, j'ai dû en parler à la RH, entre autres, et tout. Et ouais, j'ai trouvé que la RH, elle était un peu plus compréhensive de ma démarche. Donc, ça m'a un peu rassurée. Parce qu'à l'époque, j'étais vraiment pas dans le délire de tout quitter, hein. C'était vraiment une parenthèse. Oui. Point. C'était juste un sas de réflexion, ou exactement. d'envie, quoi. Et du coup, moi, la RH, elle a vraiment parfaitement compris cette démarche-là. Donc c'est quelque chose qui m'a rassurée, parce que je me suis dit, en fait, ça va pas forcément me porter préjudice quand
quand je reviendrai, je pourrai continuer ma carrière tranquillement, quoi. Et par rapport à ta famille, parce que du coup on est toutes les deux sénégalaises, et on connaît le poids de la culture, etc. Comment ça s'est passé? Bah en fait, moi j'en avais parlé que à ma mère et à mon père, je crois, de la famille. Ouais, au début ils étaient un peu catastrophés parce qu'ils croyaient que j'allais tout lâcher pour aller travailler dans une cuisine, dans un labo de pâtisserie en l'occurrence. Et moi c'était pas du tout ça, mon délire, mais vraiment pas. À l'époque. Et même ça l'est, mais c'est toujours pas ça le délire. Ouais. Et du coup, ils étaient un peu en panique, machin et tout. Mais après, voilà, donc il y a plusieurs étapes puisque je postulais à tous les diplômes, donc ça c'est un peu passé parce qu'ils se sont dit tous les diplômes ça va aller. Et puis après quand il était question de passer le congé individuel, de prendre un congé individuel de formation, ça passait encore parce que voilà, pareil, ils se disaient elle lâche pas tout, c'est une parenthèse, et en plus si elle réussit à décrocher le congé, ce sera financé, donc voilà, il y a pas vraiment de sujet, quoi, finalement. Et il se trouve que j'ai pas eu le financement de mon congé, et après une grande réflexion, j'ai fini par décider de passer le diplôme en candidate libre, puisque c'est quelque chose de possible. Et du coup, voilà, au final, là, mes parents, ils étaient vraiment, c'était parfait pour eux, puisque du coup, ça impliquait que je quittais pas du tout pour mon eux, job. Ça reste un hobby, non? Ils se disent c'est un hobby pour l'instant. Je sais pas s'ils se disaient ça. Ou non. Je pense qu'ils avaient compris que c'était un peu plus que ça, mais voilà, ils se disaient pas non plus. Et d'ailleurs, je ne me disais pas non plus que j'allais tout quitter. Toi, tu vois, voilà, ce que j'allais te demander, c'est que toi, à l'époque, t'étais encore non, dans j'étais ton pas du tout dans cet état. Voilà, tu fais ça de côté, t'explores. Ouais, et c'est ça. Vois. J'explore, et puis en fait, c'est vraiment un truc, je disais tout le temps que j'allais le faire. Moi, je déteste les gens qui disent qu'ils vont faire un truc et qu'ils le font pas. Et moi, je déteste, et je suis pas comme ça. Et je me suis dit, en fait, du coup, en me préparant, en postulant aux écoles, donc en me préparant, pardon, je me suis pas mal documentée sur Internet, et j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui le passaient en candidat libre. Et je me disais, à chaque fois, mais non, mais c'est pas pour moi, je vais jamais y arriver. Et puis, en fait, quand je me suis un peu retrouvée au pied du mur, entre guillemets, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que ça te coûte d'essayer? Au pire, tu l'as pas. Et l'année prochaine, tu refais ta demande de congé. Si besoin même, t'économises pour toi, financer ton congé. Et je fais vraiment, au pire, tu l'as pas. Et en plus, t'as l'expérience. Et au mieux, j'y croyais pas au début, au mieux, tu l'as. Et en fait, dès que je me suis inscrite au truc, je me suis dit, en fait, non, c'est pas au pire, tu l'as pas. C'est, en fait, tu vas tout faire pour l'avoir. C'est clair. Voilà. Tu vas te donner et tu vas vraiment tout faire pour l'avoir. Voilà. Et donc, une fois que tu l'as, donc tu bosses toujours. Ouais. À quel moment tu te dis, ok, en fait, là, c'est bon, I'm done. De la finance. Et est-ce qu'il y a un truc particulier, une anecdote particulière, un événement particulier, je sais pas. Bah, en fait, une fois que je l'ai, honnêtement, je sais toujours pas. Hein. Moi, je suis contente, je savoure de l'avoir. En plus, voilà, je devais déménager, donc je plonge tout de suite dans les recherches d'appartements, déménagement, etc. Et ouais, je pense que petit à petit, quand même, il y avait en moi, même si j'avais du mal à l'accepter, parce que ça me faisait vraiment extrêmement peur, cette idée qu'il fallait que je parte, quoi. Parce que j'avais un peu fini, je pense, un cycle à la banque. Et du coup et que j'avais en plus une envie assez forte d'être un peu responsable de mon destin, ce qui est assez compliqué quand tu es dans un grand groupe. Évidemment, hein, tu es responsable de ton destin, mais ce que je veux dire par là, c'est que t'es pas le seul décisionnaire bien sûr, de ton destin. De ton destin. Clairement, t'as un chef, t'as les RH, et voilà, tu es le maître, puisque c'est aussi toi qui donne un peu la direction, clairement. Mais voilà. Et du coup, une envie, en fait, d'indépendance de ce point de vue-là. Et de créer une entreprise, clairement, il y avait ça aussi. T'avais ça, ouais. Qui était assez fort, qui était aussi fort que la pâtisserie, de créer une entreprise, à mon image, etc. Et quand tu dis, du coup, t'avais peur de quoi? Bah, de me planter, et de la précarité. Ok. Parce que, enfin, ça c'est intéressant, tu vois, parler d'argent. Hein. Ouais. On doit en parler, ma foi. Non, parce que tu vois, souvent quand on sort justement de ces grandes boîtes,
on pense qu'on est des hippies en mode on va se nourrir d'amour et d'eau fraîche, alors qu'en vrai, bah, je pense que t'as la même ambition, tu veux garder ton train de vie, tu vois. Toi, ça, comment t'as su le on adore. Voilà. On est à Dakar. On est à Dakar, hein, je vais pas couper. Hein. Tant pis, ils seront avec nous. Hein. Ouais. Parce que tu vois, quand t'es dans des grands groupes, souvent t'as ce côté, tu as banque d'affaires, ambition, working girl, etc. Et je pense que quand les gens pensent que tu fais de la pâtisserie, ils se disent moins d'ambition, moins de... Enfin, c'est quelque chose que t'as vécu? Ah oui, mais oui, à mort. Ouais. À mort partout, alors qu'en fait, finalement, j'avais plus d'ambition dans ce projet de pâtisserie là, que dans ma carrière de salarié. Ouais, j'imagine. Ouais. Vraiment, c'est-à-dire qu'en fait, oui, alors il y a sans doute des gens, je pense, qui quittent tout pour plus de, pour une illusion, parce qu'on va pas se mentir, c'est pas plus simple, de simplicité, de vie plus simple, etc. Mais en fait, non, au contraire, moi je pense, et d'ailleurs, je pense que plein de gens l'ont prouvé, de gens qui ont monté des business dans l'artisanat, on peut avoir énormément d'ambition, voire plus que quand on était salarié. Et oui, très clairement, moi moi je pense que j'avais beaucoup plus d'ambition dans le cadre de ce projet de reconversion là que dans ta vie de salarié. Ouais, clairement. Et comment tu gérais cette tension de la précarité de l'argent? Tu vois, parce que je pense qu'au début, bah, forcément, comme tout projet au début, bah, c'est bancal, hein. T'as pas les revenus que t'avais avant. Ouais. Comment tu gérais ça? Bah, en fait, ça a été plus compliqué avant de partir. Ok. Je trouve. Ça a été plus compliqué. Pourquoi? Parce que j'angoissais à mort, parce que alors que j'avais dit à personne, que je voulais partir. Donc c'était vraiment entre moi et moi, où je me faisais des crises de panique toute seule en mode je vais mourir. Non, mais ça va aller. T'as toujours un contrat, donc non. Mais en fait, je trouve que c'était beaucoup plus compliqué à gérer avant. Où je paniquais, où je voyais pas comment j'allais y arriver, etc. Et en fait, justement, en paniquant comme ça, il y a un jour où j'ai vraiment particulièrement paniqué, j'ai fait non, ça suffit, j'ai pris un cahier, j'ai noté, j'ai fait OK, j'ai noté t'as besoin de combien, et j'ai fait tous mes calculs et tout. Et à partir de là, ça allait mieux. Ouais, bah mon langage. À partir de là, ça allait mieux. Pourquoi? Parce que je voyais comment j'allais y arriver, comment j'allais m'en sortir, quoi. Et vraiment ça, à partir de ce moment-là. Alors oui, il y a toujours eu des moments d'angoisse après, évidemment, mais ça a été un tournant décisif, parce que je pense que si j'avais pas fait ce travail-là, j'aurais pas trouvé le courage de partir, pas à ce moment-là en tout cas. Ouais. Non, c'est intéressant ce que j'ai. Enfin, j'étais dans le même cas et c'est ce qu'on m'a conseillé. Et c'est vrai que j'ai pris un fichier Excel et en fait, tu te poses, tu te dis en fait, tu penses que t'as besoin de 5 000 € par mois pour vivre, mais en réalité non. Non, clairement, une fois que tu fais ce travail-là, je trouve que c'est vraiment beaucoup plus simple, quoi. Et après, faut aussi accepter, parce que c'est le jeu, à moins d'avoir des parents super riches ou un mec ou une meuf super riche, ou voilà. C'est le jeu que le niveau de vie baisse pendant un certain temps. Ça fait aussi partie du jeu. Faut l'accepter. Faut juste mettre une limite dans le temps. Pour ça, je pense, pour pas tomber après dans de l'acharnement ou je ne sais quoi. Mais il faut accepter que oui, il y a forcément une période où les revenus vont un peu baisser, on fait avec, quoi. Et toi, à quel moment tu t'es dit justement c'est bon, ça marche? Jamais. C'est vrai? Tu t'es jamais dit c'est bon, j'ai un market fit, here we go? Non, jamais, parce que parce que moi je suis comme ça. T'es trop exigeante, non, envers toi-même? Ouais, clairement. Et puis jamais dans le sens où c'est vrai que quand j'avais réussi à trouver un bon business model avec le B2B où clairement il y avait les bases étaient là, et après il y avait plus qu'à développer vraiment. En fait, je me suis rendu compte d'une part que personnellement ça me convenait pas, comme je t'expliquais un peu plus tôt, et du coup depuis c'est un peu la révolution, quoi, de nouveau. Donc je n'ai pas restabilisé quelque chose depuis, parce qu'après il y a effectivement eu l'expérience au Cursal qui s'inscrit dans ce parcours-là, mais encore une fois pas quelque chose de stable, quoi. Et voilà.
Mais après, enfin, tu vois, moi, ce que j'adore dans ton parcours et ton parcours qui est en chemin, hein, ton cheminement, c'est justement, moi, je parle beaucoup de ça, je parle de sweet spot, tu vois, c'est l'endroit où tu es à ta place, c'est comment tu définis ta réussite, en fait, ta direction. Et j'ai l'impression, toi, c'est vraiment ça, c'est que tu sais à peu près ta direction. Tu vois, t'as une ambition, tu veux créer ton empire pâtissier. Tu vois, t'as vraiment cette ambition, cette direction. Par contre, tu sais pas encore comment, quel moyen tu vas prendre. Tu vois, tu vas prendre le bateau, l'avion ou à pied. Et ça, je trouve ça génial en fait. Ouais. Enfin, moi, je trouve ça fatigant. Mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi aussi. Par moment, je trouve ça génial aussi. Oui, mais je comprends parce que tu te dis, bah, je veux aller vite, quoi. Ouais, je veux aller vite. J'ai 35 ans. C'est bon, quoi. Est-ce que je peux poser mes valises maintenant? Et c'est vrai que c'est fatigant ce côté où ce cheminement-là, il est encore toujours un peu en cours, même si de moins en moins, parce que voilà. Tu construis, t'accumules aussi. Voilà, et puis tu t'affines. Est-ce que c'est plus t'élimines, tu vois, c'est plus le train, c'est plus le vélo. Voilà, il reste le bateau, il reste l'avion, etc. Donc, t'affines un peu, mais franchement, c'est les deux. C'est-à-dire que c'est génial parce que j'ai trouvé le processus par moments, je le trouve vraiment absolument génial, et le processus en lui-même il nourrit, il est source de bonheur, et pour moi c'est aussi une forme de réussite. Mais c'est usant parce que et c'est fatigant parce que enfin ça fait 6 ans que j'ai quitté donc mon ancien job, et honnêtement voilà, au bout de 6 ans j'aurais cru que ce serait déjà posé et stable, et c'est encore toujours en construction, et voilà, donc c'est assez ambivalent comme ouais. Non, mais je trouve ça intéressant quand même. Ouais. Et la question est bête parce que si tu pouvais me répondre, c'est en fait, j'allais dire, qu'est-ce qui te manque aujourd'hui, tu penses, pour, Bah là, il me manquait une pause. Ouais. Effectivement. Très clairement. Parce que j'ai fini l'expérience, au Cursal en ayant le sentiment d'avoir, si ce n'est 100% des réponses, 99%, quoi. C'est pas vrai. C'est pas vrai, parce qu'il y a aussi un questionnement, moi, qui me suit depuis assez longtemps, de est-ce que je veux continuer à vivre à Paris et construire là-bas? Est-ce que je veux venir m'installer à Dakar? Est-ce que je veux aller ailleurs? Même si c'est plus un dilemme qui se joue plus entre Paris et Dakar. Et je sais que j'ai aussi envie d'ouvrir un truc à Dakar, quoi. Un jour, j'ai vraiment envie, parce que c'est là d'où je viens, parce que je vois qu'il y a un potentiel énorme, parce que je trouverais ça dommage de pas ouvrir un truc ici, quoi. Voilà. Donc il me reste aussi finalement ce dernier questionnement du lieu, qui est très dur, qui est extrêmement dur en ce qui me concerne, et qui est une des réponses que je suis venue chercher, la réponse manquante, quoi, parce que effectivement j'ai l'impression que toutes les autres réponses maintenant c'est assez clair, voilà, c'est assez clair, je les ai trouvées. Voilà, quand j'ai quitté mon poste, j'avais l'impression d'avoir déjà toutes les réponses, alors que absolument pas. J'en avais qu'une, c'est que je veux vivre pleinement la pâtisserie, mais voilà, et du coup voilà, c'est vrai que du coup j'avais un peu toutes ces réponses là, et donc il me manquait un peu de repos pour attaquer parce que clairement tout ça demande une énergie folle. Et puis la réponse à ce questionnement là, parce que moi maintenant je sais que je veux ouvrir un lieu avec un associé ou une associée, mais du coup voilà, où tu sais pas encore, voilà, quoi. C'est le sujet. Super. Là, je vais passer sur les questions usuelles du podcast. Ok. J'appelle le tamis de Gatemery. Ok. On a pendant tes différentes transitions, n'importe, pro, perso, cursal, pas cursal, enfin, tu te prends comme tu veux. Quelle a été ta plus grande peur et comment t'as su la surmonter? Ma plus grande peur, c'est l'inconnu. Encore et toujours. Ouais. Encore et toujours. Et encore aujourd'hui. Et c'est une peur je fais avec. Je sais pas si je la surmonte ou si c'est juste, je lui dis ok, viens, on avance ensemble, tu vas rester à côté de moi, on va avancer ensemble. Mais moi c'est l'inconnu qui me fait peur, quoi. Parce que j'ai du mal à voir, mais je pense que c'est assez humain comme manière de penser, de fonctionner, mais j'ai du mal à voir comment ça pourrait bien se passer.
Alors que j'ai jamais de mal à voir comment ça pourrait mal se passer. Ah, c'est marrant ça. Ouais. Tu vois. Ouais. Donc c'est l'inconnu. C'est un biais, ouais. Enfin, c'est marrant. C'est un biais dont j'ai conscience, que j'essaye de corriger, mais clairement il est vraiment, il est très présent, très ancré. Et en fait c'est pour ça que l'inconnu me fait peur, parce que j'arrive à te faire tous les scénarios catastrophes du monde, et j'arrive parfois à te faire les scénarios positifs, mais j'ai beaucoup plus de mal à croire dans les scénarios positifs que dans les scénarios négatifs. Et tout à l'heure, tu vois, tu parlais de l'exigence. Enfin, je te disais justement peut-être que tu étais trop exigeante. Selon toi, ça vient d'où? C'est est-ce que c'est ton éducation? Est-ce que c'est je me pose souvent la question, et moi je pense que ça doit venir de mon enfance, de mon éducation, de genre fallait tout le temps que je sois à la première de la classe, ou en tout cas à minima dans les 3 premiers, et j'ai l'impression que c'est une exigence qui a été mise sur moi. Alors l'œuf ou la poule, comment ça a commencé? Est-ce que ça a commencé parce que j'étais une bonne élève, et du coup ça a créé le truc, ou est-ce qu'on m'a d'abord mis la pression et je suis devenue comme ça? Et mais j'ai l'impression que c'est venu de là, et que du coup c'est quelque chose que j'ai intériorisé depuis mes premiers souvenirs, je dirais le CM1 vraiment, et que je pense que ça vient de là, ouais. OK. Si tu devais me dire la leçon que tu as pris le plus de temps à apprendre, ça serait quoi? Il y a plein de trucs qui me viennent. Tu peux les dire. Je dirais que même si j'ai beaucoup évolué, mais d'apprendre que j'ai le droit de me planter aussi. Voilà. C'est en lien avec l'autre, hein. Oui. Du coup. Ouais. Que j'ai le droit de me planter, c'est une leçon, c'est une leçon qui est pas encore totalement apprise, on va dire, elle est apprise à 80%, mais ouais, que j'ai le droit de me planter, et que se planter, des fois c'est bien aussi. Complètement. Ouais. Si tu devais définir en une valeur, ce serait laquelle? L'honnêteté. La sincérité. Plus que l'honnêteté. Ça se ressemble. Ouais. J'allais dire, champ lexical. Ouais. Dans ton parcours ou dans ta vie, quelle est ta plus grande fierté? Moi, je pense que c'est vraiment d'avoir eu le courage de m'écouter, de partir. Puisque c'est contre nature pour ma personnalité de l'époque en tout cas, et c'était vraiment aller à contre-courant de beaucoup de choses, quoi. Donc je pense que c'est ça en fait. Et plus globalement, ouais, c'est ça, c'est celle de m'écouter et de ne pas laisser les autres définir qui je suis, ce que je dois faire, et c'est quoi la réussite pour moi. Qu'est-ce que la réussite pour toi? La sérénité. Ouais. Pour moi, c'est ça. La sérénité, vraiment. Et puis, si je devais développer, c'est juste d'être en accord avec sa vie, quoi. Pas qu'elle soit parfaite ou quoi, ça n'existe pas. Mais voilà, quand tu t'arrêtes, que tu fais une photo, tu regardes, tu dis ah oui, ok. Ça me va, quoi. En intro, tu me parlais de ta thérapie. Tu avais pris une thérapie. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que je trouve que c'est hyper important. Ouais. Surtout à nos âges. Ouais. On est vraiment, je trouve que c'est une seconde vie, en fait, la trentaine. Toi, comment t'as appréhendé ça? Est-ce que c'était simple à faire? Tu peux en parler un peu plus? Ah ouais, clairement, c'est très simple. Parce que moi, j'ai toujours cru et prôné que la santé mentale, c'est tout aussi important que la santé physique, et en fait, qu'il y a pas de honte, qu'il devrait pas y avoir de tabou, et que en fait, à des moments de sa vie, aller faire une thérapie, c'est un peu comme aller faire un check-up chez le médecin généraliste, quoi. Donc voilà, qu'il faut pas hésiter à le faire quand on commence à en ressentir le besoin, et que de manière générale, on devrait le faire tous au moins une fois dans sa vie, quoi. Donc c'est une démarche qui a été vraiment plutôt facile pour moi, ouais. Parce qu'en fait, je voyais pas en quoi c'était un sujet, juste j'ai ressenti ce besoin-là, et je me suis écoutée, et c'est tout, quoi. Je sais très bien de quoi tu parles, parce que pour le coup, je l'ai fait, et pareil, c'est vraiment salutaire. Mais je pense par exemple aux auditeurs du podcast ou aux auditrices qui se disent OK, peut-être, mais comment je sais que j'en ai besoin? Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai envie de te dire, on sait, c'est tout. je sais que ça aide. C'est qu'on sait, mais qu'on veut pas se l'avouer.
Peut-être. Moi, encore une fois, je te dis, j'ai aucun sujet avec ça. Pour moi, il y a rien de grave ou de tabou ou de honteux. Donc voilà, si tu veux, c'est pas, c'est juste qu'à un moment, voilà, j'ai ressenti ce besoin-là parce que j'avais quand même pas mal de choses, à gérer dans ma vie en ce moment-là. Et puis je me suis dit, ah oui, là, je pense que j'ai quand même besoin d'une aide extérieure, voilà, en plus de moi pour passer un peu ces périodes-là, pour faire un peu le point sur pas mal de trucs, quoi. Donc je pense que le fait que du coup déjà dans ma tête c'était pas quelque chose de tabou, de honteux ou de mal, ça fait que pour moi c'était un non-sujet, quoi. C'est comme si je te dis n'importe quoi, chez mes cheveux, voilà, non. Exactement. Mais quand tu vois tes cheveux, tu sais quand est-ce que tu dois aller chez le coiffeur. Pareil, si t'as mal à la tête une journée, tu prends un Doliprane, ça passe pas, ou ça passe et ça revient 2 jours après et c'est récurrent, tu te dis, voilà, maintenant je vais aller voir médecin. Et pour moi, c'est vraiment ça, quoi. Donc, pour moi, c'était assez facile parce que rien d'exceptionnel, encore une fois, à faire ça. Ouais, en tout cas, moi, en tout cas, je prône ça à fond pour, justement, c'est vraiment le fait de pouvoir faire un point sur tous nos je vais pas dire trauma, il faut le dire, nos traumas d'enfance, on va le dire. Aussi, en partie quand même. Et pour pouvoir, justement, entrer dans une nouvelle ère de manière clean, à peu près. Donc je voulais juste évoquer ça avec toi, donc c'est cool. Merci. Très bien. Comment est-ce que tu grandis de manière personnelle? Qu'est-ce qui te... À mon grand désespoir, les épreuves, les coups durs. Parce que je déteste je déteste les coups durs, mais on va pas se mentir, c'est ça. C'est clairement de les surmonter et de voir que t'es capable de bien plus que ce que tu croyais, et puis de développer de nouvelles ressources, etc., de nouvelles compétences pour faire face aux difficultés. Clairement, c'est ça qui fait évoluer. Complètement. Est-ce qu'il y a un livre que tu aimerais recommander aux auditeurs et à moi-même, parce que qui t'a marqué dans ta vie, pas forcément lié au sujet, peut-être rien à voir, mais qui t'a marqué personnellement? Je réfléchis. Moi, je lisais beaucoup de très petite, de moins en moins, mais j'ai vraiment lu énormément de livres, petite, ado, jeune adulte. Je pense quand même que c'est le livre L'apprentissage du bonheur de Tal Ben-Shahar. Ouais. Ok. Ben-Shahar ou Shahar. Oui, Ben-Shahar. Moi je dis Shahar, mais après peut-être que c'est pas Shahar. Je sais comment c'est écrit. Shahar ou Shahar. Voilà. Ok. Je pense que c'est celui-là. On avait parlé, je pense, j'ai interviewé Florence Servan-Schreiber. D'accord. Voilà. Ces bouquins, je crois que c'est grâce à elle d'ailleurs que j'ai découvert. Elle parle beaucoup de lui. Lui. Je crois que c'est elle qui me l'a fait. Je suis sûre, même c'est en lisant son livre à elle que j'ai découvert lui. Super, je le mettrai en note. Est-ce que tu as un mot de la fin? Quelque chose que tu aimerais ajouter qu'on n'a pas abordé, une question que je t'ai pas posée, chose que tu aimerais juste partager aux auditeurs ou à moi, je sais pas. Champ libre. Non, je dirais juste de ne pas laisser les autres dire qui on est, nous définir et être maître de son destin, quoi. Voilà. Trop cool. Si les auditeurs veulent te suivre ou te joindre, Instagram. Tima, Tima, oui. Tima.one. C'est ça. Je partagerai tout ça et je te remercie. Merci à toi. Pour cet agréable échange. J'ai beaucoup parlé. Je t'ai beaucoup fait parler. Non, ça va un peu, je sais pas. En fait, ça va, Non, ça va encore. Voilà. Ça va. Attends. Merci beaucoup.